Attirer les talents féminins, comment les attirer? C'est donc la thématique de cette première table ronde. L'enjeu, on l'a dit, des difficultés de recrutement. En ce moment, une entreprise sur 4 cherche à recruter. Sur les cadres, on est même au plus haut. Selon la PEC, 8 entreprises sur 10 anticipent des vraies difficultés de recrutement sur ce dernier trimestre 2022. Donc évidemment, l'enjeu, c'est d'attirer les candidats et les candidates. On le verra, bien souvent, ce sont les secteurs qui ont le plus de mal à recruter, qui ont aussi le plus de mal à attirer les jeunes filles, les jeunes femmes. Et donc, c'est une équation qui est particulièrement difficile à résoudre pour elles. J'appelle à me rejoindre sur scène Catherine Voronoff-Argot, Alexandra Mathiolon, Marc Pérennes et Maïn Krayem. Bonsoir à tous et merci à vous 4. Donc Catherine Voronoff-Argot, vous êtes responsable de la politique recrutement et de la promesse employeur de la SNCF. Bonsoir Catherine. Alexandra Mathiolon, hop, il manque un petit micro. Mais voilà, c'est résolu. Alexandra, vous êtes la directrice générale du groupe Serfim. On est dans les travaux publics, mais pas seulement. Vous nous direz, mais le groupe réunit 10 métiers différents, plus de 40 entités. Vous êtes présents dans l'eau, dans le recyclage, dans les travaux publics, bref, des secteurs qui, a priori, ne sont pas forcément ceux que les jeunes femmes regardent en premier. Marc Pérennes, vous êtes le directeur du Career Center de l'EM Lyon Business School. Concrètement, vous êtes le monsieur employabilité de l'école. Et à vos côtés, Maïn Krayem, qui est étudiante en 3e année, ici, à l'EM Lyon, et présidente depuis cette année du collectif Olympe, un collectif donc de promotion de l'égalité femmes-hommes au sein de l'école. Merci à vous 4. Alors, je le disais en introduction, Catherine, Alexandra, notamment que ce soit la SNCF ou Serfim, vous êtes dans ces secteurs en tension, très 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 en tension, vers lesquels les femmes donc ne se tournent pas forcément de façon intuitive et facilement. Est-ce que d'abord on peut faire un rapide état des lieux de vos entreprises? Qu'est-ce qu'il en est en termes de mixité? Alors la SNCF, bon, tout le monde connaît, mais effectivement, on est sur des métiers historiquement dits masculins. Donc la volonté de mixité est quelque chose qui est porté dans l'entreprise depuis maintenant plusieurs années. Aujourd'hui, on est à 23% de femmes à la SNCF en moyenne, ce qui nous met dans la moyenne des chemins de fer européens. Mais derrière ce chiffre-là, il va y avoir des différences énormes et on a moins de 3% de conductrices, tout ce qui va être aussi la maintenance, peu de femmes sur ces métiers-là. Il y a toujours un petit peu le fantasme des métiers durs, la conduite, on voit un peu le métier pénible, physique, or que non. Enfin, maintenant, je dirais conduire des TGV, c'est gérer des joysticks ou presque. Et puis oui, il y a des métiers qui sont encore physiques, mais pour les femmes comme pour les hommes, il y a des solutions qui sont là. Donc nos métiers quand même sont beaucoup moins pénibles qu'il y a plusieurs années. Et puis on a la difficulté aussi qu'on est sur des métiers, les trains ils circulent tous les jours, les travaux faut les faire la nuit, donc on a du 2-8, du 3-8, ce qui peut créer aussi des freins chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Des freins que parfois vous levez parce que ça peut aussi libérer du temps pour d'autres choses. Tout à fait, et on fait justement des campagnes pour montrer que quand on fait du 2-8, on peut aussi en profiter pour, si on travaille de matinée, s'occuper des enfants pour les hommes comme pour les femmes le soir. On peut en profiter aussi pour faire du sport. Il y a des jeunes d'ailleurs qui sont attirés par ces horaires qui sont peut-être plus faciles à certains moments que des horaires de bureau, mais il faut qu'on le rappelle et qu'on le mette plus en avant. Alexandra, chez Serfim, il y a tout autant de métiers que de profils, j'imagine. Mais Exactement. Alors, Serfim est un petit peu moins connu que la SNCF, surtout à Paris, un tout petit peu plus à Lyon, avec notamment des filiales comme Serpollet. Mais concrètement, chez Serfim, effectivement, on a des métiers de terrain. On va poser les réseaux d'électricité, les réseaux d'eau, les réseaux de chauffage, donc réparer ces canalisations, réparer les ouvrages d'art, les tunnels notamment, construire aussi des routes, des pistes cyclables, dépolluer les sols et l'eau pour que la vie reprenne ses droits, recycler les déchets pour en faire de nouvelles ressources, déployer des projets aussi photovoltaïques. Donc une multitude de métiers extrêmement diversifiés. Aujourd'hui, au sein de Serfim, on est 2600.
Et combien collaborateurs, de femmes, alors ? et donc 14% de femmes. Donc on se réjouit entre guillemets d'avoir 2 points au-dessus de la moyenne de notre secteur. Mais bon, c'est un réjouissement qui ne dure pas très longtemps en fait, très concrètement, parce qu'on se rend compte que ça évolue trop doucement. Alors même si on peut avoir des chiffres, on a eu 60% d'augmentation sur 4 ans, ça peut paraître énorme. Mais on parle de loin. Je continue la manipulation des chiffres. On parle de loin, on avance beaucoup trop doucement. Et après, évidemment qu'il faut augmenter, parce que je considère qu'à ce niveau-là, on n'arrive pas quand même à voir la richesse de la mixité. Mais après, il y a aussi la question sur l'état des lieux, de l'égalité femmes-hommes, là où on peut le calculer, qui est plutôt à des très bons niveaux, autour de 85 à 94 selon nos filiales. Une de nos filiales, Serfine TIC, qui a eu le label Égalité AFNOR, qui permet aussi de travailler le ressenti des femmes, notamment dans l'entreprise. Et ça, c'est un élément probablement d'attractivité également pour des candidates, oui, d'avoir ces scores-là. Ça, et j'espère plein d'autres choses. Après, voilà, le nombre de femmes progresse à tous les niveaux, dans la plupart des fonctions, que ce soit sur le terrain, sur le bureau d'études et à des postes de direction. Maïne, est-ce que vous confirmez, vous, en tant qu'étudiante, jeune femme, que il y a des différences de secteur, il y en a qui sont plus attractifs que d'autres. Est-ce que c'est quelque chose en effet que vous ressentez, que vous partagez peut-être avec vos camarades étudiantes? Et vous me disiez d'ailleurs que, en ce qui concerne l'orientation, même depuis vous toute jeune, vous avez constaté des différences de traitement en ce qui vous concerne. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai 2 petits frères. Et en fait, dès l'éducation, j'ai vu qu'on n'avait pas été autant poussé à s'intéresser à des secteurs qui soient les mêmes. Aujourd'hui, ils sont en études d'ingénierie et je suis très contente pour eux. Mais moi, quand j'étais petite, on m'a jamais dit tu peux être ingénieur ou tu seras ingénieur, comme on a pu leur dire. Donc c'est quelque chose que j'ai vu déjà très jeune et qui a pu se poursuivre même dans les études supérieures. J'étais en classe prépa économique et commerciale et puis par exemple en mathématiques, je voyais les garçons qui allaient être hyper challengés par nos profs, même par nos colleurs pendant l'exercice oraux, alors que moi dans mon trinôme, qui était un trinôme mixte, il y avait une fille, un garçon et moi-même. Et en ayant un peu ce regard extérieur, maintenant je me dis que le garçon était vachement poussé à faire plus d'exo ou à approfondir davantage sa vie dans des manuels, alors que nous deux, en tant que filles, on n'avait pas forcément le même soutien, même si c'est assez insidieux et pas forcément hyper décomplexé. Mais pas forcément le même challenge. Tout à fait. Et alors, je reviens à ce mot de challenge, parce que c'est un challenge de féminiser vos entreprises, mais quelque part, je vais volontairement poser une question un peu provocatrice. Pourquoi est-ce qu'il faudrait à tout prix vouloir que tous les métiers d'une entreprise soient plus féminisés? En quoi est-ce que c'est vraiment important selon vous? On pourrait se dire, tant pis, s'il n'y a que des conducteurs de train, c'est pas grave. Comme le disait le ministre, en fait, c'est une évidence. Les femmes, c'est la moitié de la population et on ne peut pas se priver de la moitié des talents. Donc ça, c'est une première chose. Et puis parce que aussi, la mixité, c'est ça qui est la richesse. C'est la mixité et la diversité, plus globalement, qui fait que on va être plus performant, plus innovant, plus inclusif. Et quand on est tous pareils, on ne progresse pas de la même façon. On n'est pas challengé. Et donc cette diversité et cette mixité est indispensable pour avancer. Oui, d'ailleurs, vous me disiez quand on a préparé cet entretien que le fait de vouloir féminiser certains métiers oblige la SNCF à repenser ces métiers, à repenser les conditions d'exercice de ces métiers pour qu'ils soient en effet moins pénibles, moins physiquement difficiles, et que ça profite aux femmes, oui, aux hommes aussi, et aux carrières peut-être longues. Tout le monde y gagne. Alexandra, pour vous aussi, c'est une évidence bien sûr, mais au-delà de l'engagement éthique, moral, pourquoi est-ce qu'il faut féminiser absolument tous les métiers ? Alors déjà parce que je pense que ça les priverait de belles carrières, avec des challenges passionnants, avec aussi des belles rémunérations aussi dans nos secteurs. Donc je trouve que c'est important d'ouvrir l'accessibilité de l'ensemble des métiers. C'est juste aussi une question de liberté. On prend souvent le parallèle sur ce sujet avec le métier de boulanger, où il y avait l'enjeu d'avoir des sacs de farine qui étaient très lourds et forcément c'était pas si compliqué que ça en s'adaptant, en divisant
réduisant la taille des sacs, le métier s'est adapté pour le rendre plus accessible. Donc c'est notre enjeu dans des entreprises comme Serfim d'innover de manière aussi technique pour les rendre plus accessibles. Je disais, c'est une question de liberté de choix. Enfin, je ne trouve pas que ce serait dommage de cantonner dans les deux sens. D'ailleurs, c'est juste une question d'avoir les chakras les plus ouverts possibles sur l'ensemble des opportunités. Effectivement, très concrètement, l'opportunité de l'enjeu de recrutement étant tel, c'est évidemment bien trop dommage de se priver de cette base-là qui est quand même énorme et qui se travaille, on le verra sur le fond. Moi, je crois beaucoup aussi à ouvrir parfois le sujet de l'égalité femmes-hommes, de la mixité. En fait, c'est le sujet de l'inclusion, de la diversité au sens beaucoup plus large. Et en fait, c'est avoir une multiplicité de regards sur les choses qui apporte beaucoup de richesse à l'entreprise. Alors, en termes d'objectifs, je les donne rapidement. Donc, 20% de femmes, toutes fonctions confondues à peu près à la SNCF. Vous souhaitez aller jusqu'à 30% côté femmes. C'est ça, parce que 30%, c'est pas un hasard, en fait, comme minimum. On peut aller toujours plus haut. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on se dit que le dire... minimum, c'est 30%. Et il est assez 30, connu parce que c'est pas un hasard, le 30. C'est pas un hasard, mais c'est de se dire que quand une minorité est à 30%, c'est plus une minorité. À partir de 30%, elle s'autorise davantage de choses. Alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend, puisque c'est donc l'objet de notre débat. Donc pour attirer les talents féminins, si on devait résumer un petit peu les choses, on va dire qu'il y a 3 grandes étapes. D'abord, il faut attirer leur attention à ces jeunes femmes et donc leur faire connaître vos métiers, vos entreprises, on va y revenir. Et ensuite, faire en sorte qu'elles candidatent, deuxième étape, et ensuite faire en sorte qu'elles acceptent de vous rejoindre et donc de réussir à les embaucher. Donc on va détailler un peu ces 3 étapes-là. D'abord, attirer leur attention. Pour des jeunes filles ou des mêmes petites filles qui étaient Maïn, comment est-ce que vous y prenez, Catherine, Alexandra, je vais commencer avec vous peut-être, Alexandra, pour faire connaître déjà vos métiers à ces talents, ces futurs talents féminins. Alors effectivement, on va pas se le cacher, c'est un énorme travail parce qu'il faut aller travailler sur beaucoup d'écoles assez jeunes en fait. Donc nous on travaille évidemment avec tout ce qu'on va faire au niveau des lycées et des collèges, pour les recevoir, d'aller intervenir, de proposer des stages, d'aller même encore plus tôt, déjà au moins sur les classes de 4e et 3e, et je pense qu'il faudra aller encore plus tôt. Après la question c'est de s'assurer qu'on arrive à un moment où on puisse rester ouvert. En fait, on se rend compte que ça va vite et que les biais peuvent arriver effectivement très jeunes sur certaines Donc certains il faut les métiers. désamorcer le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Après, je pense qu'il y a un rôle de toute façon plus large de la société, de l'éducation et évidemment de nous en tant qu'entreprise pour aller intervenir, proposer des stages et là-dessus. Et puis faire connaître de métiers. Il y a des super beaux événements. Je pense notamment au World Skills. Alors là, je suis aussi plus sur les métiers extrêmement terrain qui permet vraiment de faire connaître les métiers dans toute leur diversité. Et nous, on a eu des participants et ça permet de faire connaître. On aura un bel événement à Lyon qui s'appelle Viva Fabrica qui va permettre de faire connaître sur les métiers plus industriels, plus techniques aussi. Donc ce type d'événements pour faire connaître nos métiers sont juste pour moi essentiels. Et puis vraiment expliquer le sens de nos métiers. Moi, j'y crois beaucoup. Le fait que nos métiers, notamment chez Serfim, sont vraiment au service de l'aménagement des territoires, donc de l'environnement, de la qualité de vie, et vraiment expliquer finalement leur finalité. Catherine, vous aussi, à SNCF, vous avez une multitude d'actions que vous menez pour faire découvrir ces métiers-là et ensuite essayer que les jeunes filles candidatent avec des journées dédiées à cela. Voilà, effectivement, complètement dans la même logique de ce que disait Alexandra. Donc nous, c'est à travers ce qu'on appelle le Girls Day qu'on organise maintenant depuis 10 ans, où on prend des jeunes filles qui sont collégiennes, lycéennes, ou aussi dans des écoles d'ingénieurs, parce qu'on recrute surtout des ingénieurs, pour leur faire découvrir les métiers, leur donner des rôles modèles en fait. Donc on a des femmes qui viennent présenter leur métier. C'est important que ce soit des femmes qui présentent à des jeunes femmes le métier. C'est important parce qu'en disant comment parler aux femmes, et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter quand on est jeune ou moins jeune, quand on voit que des hommes qui présentent un métier, on a du mal à se présenter. Donc ça c'est important effectivement qu'on ait des femmes qui les présentent. Et on invite maintenant, avant c'était réservé exclusivement aux jeunes filles, et maintenant aussi on ouvre aux garçons pour se dire il faut aussi changer
l'état d'esprit des garçons et qu'ils voient eux aussi que c'est des femmes qui peuvent exercer ces peuvent métiers-là. Conduire des trains, qui peuvent réparer les trains, parce que, comme le disait Maïm, voilà, le poids aussi de la famille, de l'entourage est aussi important à changer. Il faut que les femmes, elles osent, mais il faut aussi que les parents, les frères et sœurs comprennent aussi que c'est important pour elles. Et alors, pour quelle candidate ensuite, donc en termes de recrutement, là aussi, vous menez des actions qui sont très volontaristes. Voilà, donc effectivement, on essaye de vraiment mettre en avant, on fait des campagnes spécifiques SNCF Femmes avec le hashtag, avec des visuels de femmes, avec on travaille aussi en partenariat avec Brut, avec Combini, avec des influenceuses aussi, pour justement aller toucher les jeunes filles qui suivent ces influenceuses. On a travaillé avec Mademoiselle, par exemple, où voilà, elles vont suivre des femmes pour, par exemple, toute la construction d'un train. Il y avait toutes les femmes en fait qui permettaient depuis le matériel, la maintenance, la conduite du train, la surveillance générale, pour justement toucher différemment ces jeunes filles. Et alors, l'apogée de tout ça, c'est une campagne de recrutement 100% féminin que vous avez appelé un billet pour l'emploi en partenariat avec Job Odyssey, où là, l'idée, c'était vraiment d'aller cibler les jeunes femmes là où elles sont. Ouais. Pour quelle candidate ? Voilà, donc là, Job Opération Odyssey, qui a été plus ou moins bien accueillie. Oui, c'est-à-dire que donc l'idée, c'est Job Odyssey, aller chercher pas mal dans des clubs de sport des femmes pour leur proposer de venir. Donc on a fait un recrutement, on avait 400 femmes qui étaient présentes. Et la presse, alors je sais que vous étiez journaliste, mais les journalistes voilà, cherchent un peu la sensation. Et donc tout de suite, ça a été de se dire, mais comment ça, recruter que des femmes, ça serait pas un petit peu discriminatoire? Et ça l'est pas, en l'occurrence, quand il y a une inégalité au départ, on a le droit de la corriger. Exactement, j'oublie à chaque fois, mais l'article L1142.4 du Code du travail nous autorise complètement à mener des opérations spécifiques, et en plus, d'autant plus que là, c'est-à-dire que les garçons peuvent complètement continuer à postuler. Et d'ailleurs, je rebondis parce que vous le faites aussi pour la cooptation. Je trouve que c'est passionnant, c'est-à-dire que la prime de cooptation est plus élevée chez vous si on coopte une femme que si on coopte un homme, donc, parce que ça participe de corriger une inégalité. Exactement. Donc, pour recrutement d'un homme, on peut toucher jusqu'à 600 €, et pour une femme, on est monté à 900 €. Et c'est tout à fait dans les règles. Et depuis qu'on a mis en place ça, on a pu doubler le nombre de femmes recrutées via la cooptation. Donc voilà un levier efficace. Autre levier dont on a parlé avec l'étude, donc pour les convaincre de vous rejoindre cette fois. L'étude de l'âme, je trouve qu'elle est vraiment passionnante parce que donc on l'a vu, les deux premiers critères d'attractivité qui sont cités par les hommes comme par les femmes, c'est intérêt du poste, est-ce que ce que je vais faire est intéressant, et salaire. Alors ok, les hommes mettent le salaire en premier, les femmes en deuxième. N'empêche que c'est les deux mêmes critères qui arrivent en tête de cette étude. Et face à ça, on a donc des entreprises qui semblent un peu en décalage, puisque le levier salaire, il est actionné pour les hommes, mais alors pour les femmes, non, il est derrière l'équilibre vie pro, vie perso, etc. Je me tourne vers vous, Marc, parce que vous êtes en contact avec les jeunes diplômés qui vont postuler, à qui on va faire une première offre d'emploi et qui donc vont être confrontés pour la première fois, probablement, à ces questions de salaire. Est-ce que oui ou non, il y a un décalage, en effet, entre les attentes des jeunes femmes aujourd'hui et ce que les entreprises ont compris de ces attentes sur ce sujet ? Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc oui, je pense ce qu'on peut le dire. Hein. Alors le salaire n'est pas, l'étude le montre, l'étude de l'âme montre que le salaire n'est pas le premier critère pour les femmes. Cela dit, et là je vais répondre en représentant l'activité accompagnement carrière d'une école, d'une business school, hein, et puis j'ai une étudiante auprès de moi, donc c'est très concret. Néanmoins, ça reste un indicateur très tangible à mesurer, hein, et sûrement le premier à regarder, sur lequel on peut avoir un impact et une évolution. Donc, alors je peux peut-être rappeler quelques chiffres. J'ai consulté pour préparer ce soir aussi quelques études et qui permettront peut-être de voir justement répondre à une des questions qui est: est-ce que ça varie selon le temps et selon nos populations, hein. Donc, on peut rappeler que les prétentions salariales des filles étudiantes, on mène une étude, on contribue à une étude chaque année menée avec l'organisme Universum, qui est un grand groupe suédois de conseil en marque employeur. Pour nos étudiants, là je réponds et je préciserai sur quel périmètre je réponds, hein. Le salaire, c'est les attentes salariales des filles, pour les étudiants UM Lyon qui répondent à cette enquête, c'est 10% en dessous
des attentes des garçons. Après, là, je parle de l'enquête menée par la Conférence des grandes écoles. La Conférence des grandes écoles, comme je le citerai plusieurs fois, je précise que c'est 240 écoles, grandes écoles françaises, 200 écoles d'ingénieurs, 40 écoles de commerce. Et là, je prends les résultats et je regarde ce qu'on appelle les managers, donc les étudiants et étudiantes de business school. D'accord ? Je ne parle pas des ingénieurs, mais je travaille à EM Lyon. Voilà, même si on a des ingénieurs. Donc là, le salaire à la sortie pour les hommes, c'est 13%. Salaire France avec prime, c'est 13% de plus pour les hommes que pour les femmes. Alors bien sûr, quand on fait ça, on doit toujours aussi comparer si on parle des mêmes groupes de métiers. D'accord ? Voilà. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, nous, on pense qu'il y a un décalage et on pense qu'on doit le traiter le plus possible à l'école. Donc, concrètement, puisqu'on parle d'actions concrètes, on prépare les étudiants à l'emploi en général, à l'insertion professionnelle et au bonheur dans la vie professionnelle. Donc nous, on a mis en place, avec le Career Center, des ateliers de négociation salariale en général, et on a des ateliers de négociation salariale au féminin. Donc c'est que c'est vraiment un sujet. Voilà, c'est vraiment un sujet. Et en plus, on le voit autrement, on a une deuxième porte d'entrée, ça c'est du collectif, mais on a, c'est comme pour les négociations salariales d'ailleurs, les collectifs et l'individuel, mais on a aussi des demandes individuelles d'étudiantes et d'étudiants qui viennent nous voir au moment où ils négocient leur premier emploi, leur premier salaire, et c'est très régulier. Donc moi la dernière fois que ça m'est arrivé, parce que on travaille en équipe et je vois pas tous les étudiants de l'école, mais il arrive que ça tombe sur moi, une demande comme celle-ci, ça m'est arrivé en juillet, et il y a une étudiante qui allait rejoindre un cabinet de conseil qui recrute beaucoup à l'école, et elle sentait manifestement qu'il y avait un delta, qu'elle allait vivre une inégalité, possiblement. Bon, eh ben, on a fait 2 séances téléphoniques d'échange, c'est juste pour montrer qu'on peut avoir de l'impact, on a adopté une posture, une stratégie est un bien grand mot, mais je l'ai accompagnée, elle a contribué, et à la fin, elle sait qu'elle a obtenu 2 000 € de plus brut annuel que ce qu'elle aurait obtenu si elle n'avait rien fait. Donc voilà, donc ça montre que c'est possible. L'étudiante, bien sûr, j'ai vu une certaine fierté chez elle, surtout qu'elle l'avait fait elle-même. Et puis, on peut avoir de l'impact. Donc le salaire, c'est peut-être pas le premier critère, mais c'est très symbolique. Je pense que si on est un employeur, donc je me mets à la place des employeurs et des 19 entreprises adhérentes de l'AM, si on peut montrer au début qu'on garantit une justice fille-garçon sur le salaire, je pense qu'on marque des points, c'est une carte à jouer. Et si on le fait, si on le fait dès le début, c'est vraiment on va marquer des points. Donc dans l'étude, je ne sais pas si ça a été montré là, mais comme on a vu les résultats, on a vu aussi que les hommes, si les filles pensaient pouvoir être victimes d'inégalités, les hommes, eux, je trouvaient les choses assez normales. Donc on peut peut-être aussi travailler sur comme le disait tout à l'heure Catherine, sur la perception des hommes. Absolument. Pour les entraîner dans le sujet. En fait. Absolument. Voilà. Même constat d'ailleurs en ce qui concerne les perspectives d'évolution. C'est pas un sujet pour les hommes, c'en est plus un pour les femmes. Et Maïn, vous me racontiez que vous avez aussi, alors Marc parlait d'un atelier négocier son salaire au féminin. Vous m'avez parlé d'un cours inégalité hommes-femmes et enjeux managériaux, là pour parler d'opportunités professionnelles au sein des entreprises. Oui, tout à fait. C'est un cours hyper intéressant. Je ne sais pas si notre professeur Ludivine Perret est dans la salle, mais si oui, je la salue. En fait, il y a toute une littérature sur le sujet et moi, ce que j'ai appris et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que en entreprise, les hommes vont réseauter beaucoup avec des hommes et les femmes avec des femmes. Et donc, en fait, les opportunités professionnelles vont aussi dépendre de ça. Et c'est un peu comme ça que les inégalités peuvent aussi se reproduire et s'entraîner. Oui, d'où l'enjeu, on en parlera dans la seconde table ronde, de tout ce qui est réseau de femmes, mentorat, etc. D'où l'enjeu aussi, ou en tout cas le message que ça envoie, ce qu'on appelle les rôles modèles. Alexandra, vous en êtes forcément un, donc je le dis rapidement, mais vous avez succédé à votre papa. Et donc Serfim est aujourd'hui dirigé par une femme. Et ça, j'imagine que ça envoie un signal fort en termes d'attractivité. Est-ce que vous sentez que ça joue sur des profils féminins, sur des talents féminins ? Alors, j'espère que ça contribue à montrer effectivement une vision d'entreprise où les femmes peuvent réussir. Je pense évidemment à moi, mais aussi à toutes les femmes qui sont aussi dans l'entreprise, bien qu'elles soient peu nombreuses aujourd'hui avec 14%. On a quand même des femmes à des postes de direction. On a aussi féminisé le CODIR, on est à 20%. On avance, on était à 0% il y a 2 ans, donc c'est déjà mieux que rien.
Ça avance vite. Et puis des postes dans les métiers de l'environnement aussi, on a la chance d'avoir des femmes directrices générales des deux grosses entités, des deux plus grosses entités de ce métier-là, qui est le deuxième métier d'ailleurs chez Serfim. Et dans nos formations de directrice, sur aussi le métier de conductrice de travaux, d'engin de chantier, je pense que globalement, voilà, tous les échelons de la hiérarchie se développent, ça fonctionne. J'espère effectivement, en tant que directrice générale, en tant que femme, voilà, je montre que c'est ce qu'on veut créer, ce qu'on veut continuer à contribuer, qu'il y a une réalité aussi dans l'entreprise. Je considère que ça ne fait pas tout, parce qu'il faut travailler à l'échelle d'une entreprise comme Serfim à différents niveaux, mais en tout cas ça y contribue, et puis ça permet aux femmes de se dire que c'est possible. Que ça peut être possible pour elles d'arriver à des postes aussi de direction et de travailler en fait l'ensemble de ces enjeux que vous avez cités, la question du salaire, de l'augmentation, des perspectives d'évolution, des formations, la question du sens de l'intérêt du poste, tout ça c'est un tout de toute façon. Et du sens de l'entreprise, ce qui est très important pour Serfim, parce que vous mettez vraiment en avant aussi le sens de vos métiers, vous le disiez tout à l'heure, mais on parlait de valeurs, certes ça n'arrive pas tout en haut de l'étude, mais c'est bien présent. Et vous, c'est notamment la transition, tout ce que vous faites pour la transition énergétique que vous mettez en avant là-dessus. Oui, effectivement. Donc chez Serfim, on parlait d'attirer dans nos métiers. Après, il y a l'enjeu, effectivement, on le disait, d'attirer aussi plus spécifiquement dans nos entreprises. Et au sein de Serfim, on veut proposer, on a des métiers qui ont du sens. On continue de les développer dans cette direction. On a la chance aussi d'être une entreprise indépendante, donc un actionnariat familial et managérial. On va une histoire forte aussi avec 150 ans d'histoire, donc une perspective de long terme. Et effectivement, une feuille de route, on va dire RSE, où on a beaucoup levé les curseurs récemment en travaillant de manière collaborative avec les équipes, avec la Convention des entreprises pour le climat, qui est une initiative dont a fait partie l'EM Lyon d'ailleurs aussi, qui m'a vraiment aidé à aller plus loin en fait sur la vision et travailler la question de la finalité de nos métiers, d'avoir des métiers qui ont du sens, qui vont dans le bon sens pour la société. Et je pense qu'aujourd'hui, j'allais dire pour les femmes, pour les hommes aussi, ça attire. Justement, je pense que ça va nous amener à nos dernières questions, parce que je vois que le temps file, ce sont des facteurs d'attractivité, en effet, qui parlent aux femmes, bien sûr, mais qui parlent aux hommes aussi. Est-ce que véritablement, vous diriez que les facteurs sont différents pour les femmes et les hommes aujourd'hui? Et est-ce qu'ils sont différents pour les femmes à différents moments de leur carrière, finalement? Alors, les arguments de notre promesse employeur, on recrute plus de 5000 personnes, donc on ne va pas différencier, et les hommes comme les femmes vont trouver, dans le cadre du promesse employeur de toute entreprise, des choses qui vont plus ou moins les attirer. La dimension du sens, la dimension aussi, SNCF, le train, toute la transition énergétique, effectivement, c'est des choses que l'on met en avant. Après, les arguments vont être les mêmes. C'est plutôt, ce que je vais évoquer, la dimension du rôle modèle, les aider à pouvoir se projeter, et c'est pour ça, c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire différemment pour les femmes, qu'elles puissent se projeter en voyant des femmes, des témoignages, pour se dire moi aussi je peux le faire. C'est surtout ça qu'on va travailler. Est-ce qu'il y a des différences d'âge? Marc, à l'EM Lyon Business School, on ne le sait pas forcément quand on n'y est pas, mais vous avez des bacheliers, vous avez des grandes écoles, vous avez des MBA, donc des hommes et femmes qui ont un profil plus confirmé. Et est-ce que vous avez l'impression ou pas que les attentes sont différentes, que les leviers à actionner sont différents? Alors oui, effectivement, c'est utile de le rappeler. Dans une école telle que Lyon, et c'est encore plus nouveau sur vous avez dit bachelier, des étudiants post-bac, on accompagne des étudiants dans notre programme Global BBA post-bac et jusqu'à des programmes diplômants exécutifs MBA, que peut-être certaines personnes dans la salle ont fait. Donc là, on a plutôt des populations quarantenaires, cinquantenaires. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a... Alors ça m'a amené à conduire quelques interviews avec des échantillons de ces étudiants ou étudiantes, mais il y a deux façons de répondre à la question. Il y a encore les chiffres, comparer les études aux résultats très brièvement, mais et puis après avoir des témoignages d'étudiantes ou de diplômés expérimentés. Alors dans les critères, moi j'ai repris l'étude de la CGE. Le critère conférence des grandes écoles.
voilà, conférence des grandes écoles. Donc ça fait référence à des publics plus jeunes. Hein, donc, et j'ai les chiffres pour les hommes et pour les femmes sur ces publics qui sortent d'école. Donc le numéro 1, c'est le contenu du poste. Il n'y a pas de discussion. Enfin, c'était le cas pour les filles ici. Filles, garçons, c'est le premier critère et c'est 71% pour les filles, 62% pour les garçons. Le deuxième critère, il n'existe pas dans cette étude, mais c'est l'adéquation avec un projet professionnel. 46 filles, 52 garçons. En troisième, c'est pas le salaire, c'est les perspectives d'évolution au sein de l'entreprise. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même poids, 46,5, 46,5 pour les filles et les garçons. Donc déjà là, on peut répondre et dire, si l'étude là représente une population plus expérimentée en moyenne, c'est un peu différent. Le salaire arrive juste après avec 42% pour les filles et 45% pour les garçons. Après, secteur d'activité, c'est kiff-kiff, c'est 37%. Donc oui, il y a des différences. Je pense qu'il y a aussi des différences par ce qu'on va vivre dans sa carrière. Il a été cité plusieurs fois le mentorat au féminin et je salue aussi l'initiative particulièrement du mentorat au féminin AEM Lyon. C'est là que si une jeune étudiante va avoir des idées peut-être au départ très simples, qu'il n'y a pas d'inégalité ou que moi le moteur c'est les valeurs, c'est peut-être le salaire au début d'avoir le même. Je pense qu'on a un rôle de préparer à, par exemple, intensifier la part du critère perspective d'évolution, parce que c'est ça qui va être impacté durant la carrière. Donc voilà. Et puis après, j'ai interrogé très rapidement deux étudiantes, une étudiante et une diplômée. Je vais peut-être partager ça. J'ai interrogé une diplômée exécutive MBA qui est déjà avancée dans sa carrière et qui a des très beaux postes. Elle me disait, moi, elle était ingénieure, hein, donc on a des ingénieurs aussi. Premier critère, premier job à la sortie, c'était avoir des expériences terrain. D'accord ? C'est un exemple. Et aujourd'hui, c'est ça qui est assez drôle, c'est un petit clin d'œil, elle m'a dit, aujourd'hui, mon critère, c'est une entreprise, un employeur qui ne fait pas la différence. Voilà. Donc, très joli mot de conclusion. J'en ajoute juste un parce que j'ai trouvé que l'anecdote était vraiment assez parlante. Maïn, cette année, préside le collectif Olympe. L'année prochaine, en 2023, elle m'a confié que ce serait un garçon qui allait le présider. Donc je trouve que voilà, pour conclure cette première table ronde, c'est un beau message que Maïn nous a partagé. Merci beaucoup à tous les quatre véritablement d'avoir apporté vos éclairages et vos partages. Je vous invite à retrouver la salle. Merci à tous les quatre.